1984, dépôt de carburant. L'explosion d'une citerne de gaz de pétrole liquéfié a fait plus de 574 morts, 1200 disparus et 7000 blessés. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, encore une explosion, voilà, qui a fait beaucoup de victimes. Donc, on va revenir en France. En juin 1987, un dépôt de carburant qui va encore exploser. Voilà. Un réservoir d'hydrocarbures produit un phénomène de boil-over. Une boule de feu de 200 mètres de diamètre s'élève jusqu'à 100 mètres de haut. Ici, on va déplorer 2 morts dans les médias et 15 blessés. Voilà. Donc, si vous regardez l'image ici, vous voyez, ici c'est un barrage, une digue qui a cédé en Hongrie. Et ici, comme vous pouvez voir, si vous voyez très bien l'image, vous verrez un homme qui est recouvert complètement d'une boue rouge. Voilà. Ici, c'était également un incident qui a causé, voilà, euh, beaucoup de victimes parce qu'il y a eu au moins 10 morts et il y a eu plus de 51 euh, maisons qui étaient dans les environs, qui ont été détruites. Et voilà, et il y a eu également beaucoup de victimes. Voilà. Et là, c'est une pollution. C'est vrai que voilà, ils ont décrété l'état d'urgence en son temps pour essayer de canaliser et faire en sorte que la pollution n'atteigne pas les jours en mettant beaucoup de mesures en place en son temps. Mais voilà, donc toutes ces histoires-là vous montrent dans quel contexte il a fallu voilà, que les gens arrivent à réfléchir et à mettre en place vraiment un système qui va manager la santé et sécurité dans les entreprises afin d'éviter voilà, ces catastrophes et autres. Voilà. Donc, ce sont des conséquences comme ça voilà, qu'on a vu tout à l'heure susciter le droit de l'homme et à la stabilité risque. Comment alors améliorer les conditions de travail des employés en priorité leur sécurité pour tendre vers zéro accident, d'où zéro risque. Voilà. Donc, les employeurs ont compris que les entreprises doivent avoir effectivement des responsabilités sociales. Et en faisant tout ça, en protégeant les travailleurs et en mettant des tout le monde, ils protègent en fait aussi voilà, leurs entreprises et les choses, leur production et autres ne vont pas prendre des coups. Voilà. Sinon, vous avez vu un hectare calculé et mis en place des mesures pour accroître la production que voilà, les accidents ont commencé. Donc, c'était très important. Donc, à cela va s'ajouter la prise de conscience selon laquelle il fallait joindre impérativement les volets environnementaux et communautaires pour avoir un système de gestion de la santé-sécurité au travail. Voilà. Donc, tout cela a conduit, voilà, en 1999, voilà, pour harmoniser la gestion de la santé-sécurité afin de donner de l'assurance au travail, un référentiel relatif aux exigences en matière de gestion de la santé-sécurité a été publié et révisé en 2007, puis en 2018. Voilà. Donc, c'est l'aboutissement de toutes ces conséquences voilà, qui ont amené les gens à réfléchir. Et voilà, en 1999, un référentiel a été voilà, trouvé pour effectivement
et voilà, répondre aux exigences en matière de santé, sécurité. Voilà. Donc, ce référentiel-là, en fait, c'est ce que les gens ont connu sous voilà, le nom de OSAS. Voilà. Donc, voilà, qui, OSAS 2018, voilà, qui, beaucoup se rappellent de cela. En fait, c'est ce référentiel-là qui a été aujourd'hui remplacé ou voilà, amélioré par le ISO 45001, voilà, qui est le management de la santé-sécurité. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu tous dans quel contexte, voilà, la santé-sécurité. Imaginons un temps soit peu que ces accidents et puis ces catastrophes qu'on a vues plus haut là allaient continuer. Voilà. Et aujourd'hui, avec le développement industriel avancé qu'on a partout. Imaginons un temps soit peu, s'il n'y avait pas vraiment un système pour manager la santé et sécurité afin de protéger les travailleurs et même les entreprises et également l'environnement, ce qui allait se passer. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte, comme quelqu'un qui le dit, l'homme arrive à trouver des solutions. Ceci dit, voilà, nous allons définir certains termes, voilà, qu'on va rencontrer, voilà, à chaque fois. Donc, la santé, sécurité au travail, on en parle à tout moment. Afin sa sécurité. Qu'est-ce qu'un danger? Un danger, ici, voilà, c'est une source, ou une situation où toute possibilité, par exemple, pour une substance ou un matériel, du fait de ses caractéristiques ou pour intrinsèques, de provoquer des dommages aux personnes. Voilà. Voilà, ou d'amener des conditions de travail non sécuritaires en général. Voilà. Donc, c'est un danger. Voilà. Ou alors, si vous voulez, je vous donne un terme qui globalise un peu tout, voilà, pour que vous compreniez mieux. Un danger, c'est tout, tout ce qui peut, par exemple, voilà, porter atteinte à l'homme, voilà, à sa santé, à sa vie, voilà, tout ce qui peut le blesser, voilà, lui donner des maladies immédiatement ou plus tard, ou tout ce qui peut le tuer, par exemple, voilà, et également tout ce qui peut euh, à son matériel ou à l'environnement. Tout ce qui peut effectivement porter atteinte à son intégrité physique, voilà, mentale ou même sa vie, tout ce qui peut endommager des équipements ou tout ce qui peut effectivement porter une pollution au niveau de l'environnement. C'est ça qui est un danger. J'insiste là-dessus parce que c'est la base. Voilà. Ici, la fois dernière, nous avions vu le rôle du superviseur en santé et sécurité. Donc, voilà. Et son rôle de protection, ce que c'est qu'un danger. Parce que c'est comme ça qu'on pourra les identifier. Si on ne les identifie pas, on ne peut rien faire.
Voilà, donc il faut connaître ce que c'est qu'un danger afin de pouvoir les identifier sur les lieux de travail et autres. Voilà, et porter, apporter maintenant des mesures correctives pour éviter ou limiter, voilà, les conséquences de ce danger si ça venait à arriver. Voilà, donc voilà pourquoi j'insiste. Il faut savoir qu'un danger, c'est tout ce qui peut soit porter atteinte, en tout cas à l'homme, son intégrité physique, mentale et autres, voilà, ou même sa vie. Tout ce qui peut endommager des équipements, du matériel, voilà, et tout ce qui peut porter, voilà, polluer l'environnement. Donc, retenez ça très bien. Alors, identification et le risque, enfin. C'est quoi le risque? OK, à ce niveau. Voilà. Donc, voilà, en ce qui concerne l'environnement, souvent, voilà, vous verrez que on va remplacer le terme risque par impact. Voilà, au lieu de dire risque, voilà, environnemental, on va dire l'impact environnemental, impact sur l'environnement. Voilà, donc vous allez souvent voir ça. Maintenant, c'est quoi un incident? Voilà, un incident, c'est tout événement professionnel lors duquel, voilà, une atteinte à la santé, à l'environnement ou un dommage matériel s'est produit. Accident. Un accident, c'est un incident qui a donné lieu à un préjudice corporel, une atteinte à la santé ou à un accident mortel. Donc, vous voyez un peu la nuance entre incident et accident. Donc, c'est au nouveau, par exemple, au niveau des conséquences. Voilà. Donc, donc un accident, c'est un incident qui a donné lieu à un préjudice corporel, une atteinte à la santé ou voilà, un accident mortel. Voilà, une fatalité, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le lieu, ce qui est sûr, si plus tard, si on a le temps lors des questions, on va éclaircir un peu pour ajouter ceux qui auront toujours des zones rombes à ce niveau. Parce que très souvent, c'est pas simple pour certaines personnes de voir la nuance, mais c'est assez clair. Voilà. On pourra expliquer plus cas de besoin. Voilà. Donc, le lieu de travail, c'est l'ensemble des lieux destinés à l'implémentation des postes de travail constituant les activités d'une structure. Voilà. Donc, le lieu de travail. Si vous travaillez, voilà, dans une mine, c'est ça votre lieu de travail. Maintenant, dans la même mine, vous pouviez être un électricien, vous pouvez être un mécanicien, vous pouviez être, voilà, un conducteur. Voilà, donc vous aurez des postes différents, hein. Tous ces postes-là sont implémentés dans le lieu de travail. Voilà, donc le lieu de travail, c'est l'ensemble, hein. Voilà, le lieu qui permet d'implanter l'ensemble des postes, voilà, liés aux activités, par exemple, d'une entreprise. Voilà. La protection, le terme protection, vous allez entendre très souvent protection, prévention. Donc, il y a aussi une nuance à ce niveau.
Donc, la protection, c'est l'ensemble des mesures visant à réduire la gravité des conséquences d'un événement redouté. Voilà. À ce niveau, il faut comprendre, par exemple, voilà, on parlait des EPI, par exemple, des équipements de protection individuelle. Le casque, si on prend l'exemple du casque, voilà, voilà, qui est un équipement qui permet de protéger la tête. Voilà, si quelque chose devrait tomber sur la tête, voilà, le casque va protéger la tête, voilà, pour limiter les conséquences, voilà, d'un événement. Donc, on porte ça parce qu'on ne voudrait pas que si quelque chose tombait sur notre tête, qu'on soit atteint. Donc, on porte le casque pour se protéger d'un événement qu'on redoute. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, vous voyez, la prévention, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures visant à réduire la probabilité d'occurrence des événements redoutés. Là, c'est en amont qu'on agit. Voilà. Donc, c'est travailler à anticiper sur le risque et ce qui peut le causer. OK? Voilà. Il y a cette nuance-là également que, voilà, beaucoup souvent font la confusion. La protection, c'est des mesures visant à réduire la gravité ou les conséquences d'un événement redouté. Voilà. Par contre, la prévention, c'est l'ensemble des mesures visant à réduire la probabilité d'occurrence, voilà, et des événements redoutés, anticiper sur, voilà, le risque, ce qui peut causer, voilà, c'est ces blessures ou ces dommages-là. Voilà. Par exemple, pour prendre un exemple ici, pour que les gens comprennent la nuance, on peut prendre, par exemple, voilà, toujours le casque est là en circulation. Je vais parler du feu tricolore. Le feu tricolore ici peut être considéré comme un moyen qu'on a mis en place pour prévenir, par exemple. Voilà. Donc, quand vous circulez en moto, par exemple, vous portez un casque. Donc, le casque, c'est pour que si vous tombiez, que ça protège votre tête. Mais le feu, vous respectez par exemple le feu rouge, parce que si on ne respecte pas le feu rouge, on va, voilà, avoir des accidents. Donc, le feu ici permet de prévenir, par exemple, les accidents. Tandis que le casque protège lorsqu'il y a accident, ça va protéger votre tête. Voilà, donc également à ce niveau, on pourrait y revenir si des gens ont toujours des zones d'ombre. La pollution, là, c'est une dégradation d'une composante de l'environnement qui aura une répercussion sur la santé et la sécurité des personnes. Voilà. Donc, ici, il faut également comprendre que, voilà, pour ceux qui comprennent un peu la chaîne alimentaire, vont comprendre, voilà, que on pollue, par exemple, le sol. Peut-être que c'est juste un composant qui est dans le sol que les produits qu'on a déversés, par exemple, vont tuer ou éliminer. Et là, on pourrait peut-être ne plus pouvoir produire sur ce sol. Voilà, donc, et on va manquer de nourriture. Donc, ça revient, les conséquences vont toujours revenir sur l'homme. Voilà. Ou alors, voilà, on, on tue, par exemple, des micro-organismes dans le sol qui étaient utiles, par exemple, pour les oiseaux ou qui étaient utiles, par exemple, pour certains animaux, voilà, qui n'en auront plus, qui vont tous mourir. Et ces animaux-là, peut-être que ces animaux sont, par exemple, de la nourriture pour les humains, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc, c'est exactement un peu comme ça. Bien, on déverse un produit toxique dans l'eau et voilà, les poissons vont mourir ou on va utiliser cette eau pour arroser de la salade. Donc, ça revient toujours dans la chaîne alimentaire. Donc, il faut comprendre que c'est une dégradation d'une composante de l'environnement qui aura une répercussion sur la santé et la sécurité des personnes. Voilà. Donc, ça revient toujours sur l'homme. Voilà. Une catastrophe. C'est quoi une catastrophe? C'est une perturbation profonde du fonctionnement d'une
collectivité ou d'une société causant des pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales de grande ampleur qui surpassent les capacités de la collectivité ou de la société affectée à les surmonter par ses propres moyens. Voilà, là, ça devient une catastrophe. Voilà. Un accident, un incident, voilà, ça peut toujours arriver. Et maintenant, Excusez, moi j'ai plus d'audio. Monsieur Armel, M. Dogo, ou bien c'est Gaber qui parlait là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, je disais que, voilà, la catastrophe ici, voilà, Je dans disais que une... j'entends plus quoi. Vous n'entendez plus? Alors là, mais ça va maintenant, vous m'entendez? Toujours? Euh, Quelques petits soucis ce soir. Vous m'entendez? Quelqu'un peut répondre pour que je puisse continuer? Allô? Oui, Monsieur Congo, moi je vous entends depuis Bobo. Ok, Ouais, super, monsieur super. Congo, c'est moi, je Oui, vous c'est bon entends depuis maintenant. Oundé. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Parce que, il y a des petits soucis de Merci. connexion. Alors, c'est très important. Si à un moment donné, il y a des soucis, faites un signe en tout cas, même si c'est dans le chat ou voilà, écrivez. Merci. Alors, donc je disais que la catastrophe ici, c'est une perturbation profonde qui surpasse les capacités ou les moyens d'une collectivité ou même d'une société qu'on a mise en place, et voilà, et ça dépasse nos prévisions et autres, donc on ne peut pas arriver à surmonter par nous-mêmes, par nos propres moyens. Voilà. Et en ce moment, il va falloir que l'aide vienne d'ailleurs. Donc, c'est ça une catastrophe. Par exemple, je disais qu'un accident, un incident ou voilà, une situation euh, dangereuse peut toujours arriver. Mais là, dans une entreprise, on s'est préparé, voilà, à réagir face à ces choses-là. Et donc, on arrive à les contenir, voilà. Donc, mais une catastrophe, c'est lorsque ça dépasse, voilà, et tout ce qu'on a prévu, toutes les mesures qu'on a mis en place pour réagir à, non, ça dépasse tout ça. Donc, quand c'est le cas, c'est ce qu'on appelle une catastrophe. Voilà. Ici, une non-conformité, eh ben, comme son nom le dit, c'est une situation qui n'est pas conforme, voilà, à ce qui devrait l'être, ou une non-satisfaction à une exigence, par exemple. Voilà. Donc, ici, on parlait plus haut d'un référentiel. Actuellement, celui qui est là pour la santé et sécurité, c'est le ISO 45001, par exemple. Donc, là-dedans, bien sûr, il y a des normes qui disent que telle chose doit être comme ça. Voilà. Donc, quand dans une situation, on constate que ce n'est pas le cas, ça ne répond pas, voilà, ce n'est pas conforme, voilà, à cette norme, par exemple. Voilà. Donc, c'est une non-conformité comme ça. Donc, c'est ce qui n'est pas conforme à ce qui devrait l'être ou ça ne satisfait pas une exigence. Voilà. OK? Alors, les performances SST, voilà, là, ce sont des résultats mesurables de la gestion des risques pour la santé et sécurité, voilà, par un organisme. Voilà. Et la fois dernière, on a posé une question par rapport aux statistiques, voilà. Et donc, voilà, et ça fait partie, quand on met un système en place, voilà, on doit avoir ça peut avoir des résultats. Donc, voilà, et des résultats mesurables, voilà. Donc, ça fera partie des statistiques, voilà, les performances, voilà. Vous pouvez entendre les termes KPI et autres, voilà, mais ça entre dans le même cadre. Ce sont des performances qu'on peut mesurer, voilà. Également, il y a un cours spécial qui va venir sur ça, donc voilà, les gens auront le temps de très bien comprendre. Voilà. Une action corrective. Une action corrective, eh bien, c'est une action
qui vise à éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou une autre situation indésirable. Voilà. Ou pour simplifier la chose pour vous, voilà, par exemple, vous identifiez un danger. Voilà, ça, c'est la première partie des choses. Maintenant, il faut apporter, voilà, maintenant des mesures pour corriger. Voilà, donc, pour que le danger n'arrive pas, par exemple. Donc, ça peut être une action corrective, une mesure corrective, par exemple. Voilà, donc, et effectivement, et il y a aussi des actions préventives. Voilà. Donc, les actions préventives, là, ça vise à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou une autre situation potentiellement indésirable. Voilà. Là, c'est pour prévenir même. Voilà. On ne veut même pas que, voilà, on veut pas que ça arrive. Donc, c'est des actions qui permettent de prévenir. Voilà. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu plus haut, voilà, protection et prévention. Voilà. Le poste de travail, comme on l'avait dit, le lieu de travail, c'est l'ensemble, voilà, c'est le lieu où l'ensemble des postes, voilà, peut être implémenté. Maintenant, le poste de travail, c'est tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique donnée. Voilà. Pour certains, pour ceux, par exemple, qui ont des bureaux, voilà, c'est leur poste de travail. Si tu es un chauffeur dans ton véhicule, c'est ton poste de travail. Voilà. Maintenant, il faut aussi noter que le poste de travail peut être variable. Voilà. Peut être variable, par exemple, pour un soudeur, voilà. Là où il travaille aujourd'hui, voilà, c'est un poste de travail. Donc, il peut être déplacé pour aller intervenir ailleurs. Voilà, ce jour, ça sera son poste de travail à ce niveau. Voilà, donc, il y a aussi cette nuance et cette possibilité. Donc, là où vous travaillez, voilà, pour exécuter votre tâche, c'est votre poste de travail. Voilà. Le cadenassage, je crois que la fois dernière, on avait un peu expliqué, voilà, euh, voilà, avec un exemple de l'électricien qui devait intervenir, voilà. Donc, ici, le cadenassage, c'est tout simplement le processus visant à empêcher toute mise en marche d'une, voilà, toute mise en marche, voilà, ou mise sous pression ou sous tension incontrôlée d'un équipement au moyen de dispositifs permettant de cadenasser, de neutraliser toute source d'énergie électrique, voilà, hydraulique, thermique ou autre, voilà, qui est présent. OK? Voilà. Les situations d'urgence sur le lieu de travail. Les situations d'urgence sur le lieu de travail sont légion et très caractéristique d'une activité à une autre. Voilà, les situations d'urgence sont des risques encourus, voilà, de façon générale sur les lieux de travail. C'est aussi la conséquence du fait de la présence de certains dangers sur, voilà, les lieux de travail. Voilà. Donc, peut causer des situations d'urgence. Voilà. Alors, comme on a commencé un peu, Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Congo, j'ai une question. Monsieur Sawargo, vous dites? Voilà, j'ai une question. Au niveau des situations d'urgence sur le lieu de travail, Euh, je vous reçois pas trop. Votre question, c'est? je voulais poser la question à savoir, et au niveau des situations d'urgence, c'est c'est des situations qu'on veut dire pour prévenir, ou bien c'est déjà, c'est comme un accident, ou bien un incident, je sais pas, bon, entre les deux. Ça s'est déjà arrivé, ou bien c'est pour prévenir. Je sais pas Ah, si je me fais comprendre. les situations d'urgence. Ben, Oui.
Oui, une situation d'urgence, on ne parle pas de prévention. Enfin, on peut avoir des moyens pour prévenir les situations d'urgence. OK? On peut également avoir un protocole pour réagir lorsqu'une situation d'urgence se présente. Voilà. Donc, c'est comme on l'a dit. Donc, les situations d'urgence sur les lieux de travail sont légion. Voilà, est très caractéristique d'une activité à une autre. Voilà, ça varie en fonction des activités qu'on a. Voilà, les situations d'urgence peuvent varier. Voilà, donc ce sont des risques encourus sur le lieu de travail. Voilà. C'est aussi la conséquence du fait de la présence de certains dangers. Voilà, donc ça peut arriver. Donc, euh, une situation d'urgence, c'est effectivement et quand quelque chose se produit, on va l'appeler une situation d'urgence, mais qui est une conséquence de certains dangers connus ou non, voilà, sur le lieu de travail. Et donc, on peut avoir effectivement des moyens pour prévenir les situations d'urgence, tout comme on doit aussi avoir des plans d'urgence ou voilà, des plans de réaction, voilà, lorsque l'urgence va se présenter. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai un peu répondu, mais je crois que on peut continuer également et comme la fois dernière, notez votre question, on pourra y revenir à la fin de la présentation. Hmm. Donc, ici, c'est un tableau où voilà, on a des dangers, des risques ou situations d'urgence, voilà, et des mesures en présentiel, on a largement le temps d'en discuter, mais là, en ligne, compte tenu du temps un peu limité, je vais juste voilà, lire certains points et puis vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Mais je pense qu'on pourra aussi avoir un exercice, voilà, où on va travailler et comprendre ces choses-là. Voilà. Alors, donc ici, voici dans la colonne des dangers, on peut voir un virage dangereux. Voilà, une visibilité réduite par la poussière ou alors, voilà, lorsqu'il y a une traversée d'animaux, par exemple, au niveau d'une route. Voilà, c'est un danger. Donc, c'est le danger identifié comme ça. Alors, le risque à ce niveau, c'est quoi? Bien sûr, le risque, c'est l'accident de circulation qui peut arriver. Voilà. Donc, vous avez compris plus haut quand on définissait ce que c'est qu'un danger, quand on définissait ce que c'est qu'un risque. Voilà. Donc, ici, le danger est là. Il y a un virage qui est dangereux. Voilà. Il y a une visibilité réduite par la poussière ou lorsque, par exemple, voilà, il y a une traversée d'animaux. Donc, c'est dangereux si vous n'êtes pas au courant et que vous venez, par exemple, en pleine vitesse. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'avoir un accident. Voilà, un accident de circulation. Voilà. Et bien sûr, toujours, voilà, ce que je disais plus haut, le risque, c'est l'exposition au danger. Voilà. Si par exemple, il y a des animaux qui traversent des routes que personne ne pratique, par exemple, eh bien, il n'y a pas de risque. Voilà. C'est vrai qu'on dit que le risque zéro n'existe pas, mais voilà, un exemple, théoriquement, ici, il n'y a pas de risque. Voilà. Ou bien, voilà, une poussière qui sévit dans un désert où personne ne passe. Voilà, c'est un danger, mais il n'y a pas de risque puisque personne n'est là-bas, personne n'est exposé. Donc, vous comprenez un peu. Voilà. Donc, je continue. Alors ici, le risque, c'est l'accident de circulation. Comme mesure préventive qu'on peut mettre en place, voilà, ça peut être des l'installation de panneaux de signalisation du virage. Voilà, un panneau qui signale que, attention, virage dangereux. Voilà, ça permet de prévenir. Sinon, si vous n'êtes pas au courant, voilà, si vous n'êtes pas prévenu, vous allez venir en pleine vitesse et aborder le virage, et bien voilà, vous allez tomber. Voilà. Donc, hein, des panneaux qui signalent le virage. Voilà.
Un panneau aussi, voilà, si c'est un lieu où les animaux traversent, un panneau, on peut mettre des panneaux, attention, voilà, traversée d'animaux à ce niveau, voilà. Donc, ceux qui voyagent ou ceux qui circulent, vous avez l'habitude de voir ces types de panneaux-là. Voilà. Et effectivement, un panneau de limitation de vitesse. Voilà. Donc, tout ça va permettre de prévenir. Voilà. C'est pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, sensibilisation sur le code de la route une fois par mois, par exemple dans votre entreprise ou voilà, vous pouviez faire ça une fois par mois, sensibiliser sur le code de la route. Donc, une fiche d'inspection journalière du véhicule incluant la vérification de la trousse de premiers soins, voilà, qui est la boîte à pharmacie, et de l'extincteur. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des mesures qui vont permettre de prévenir le risque qui est accident de circulation ici. Voilà. Donc, je continue. Travail en hauteur, voilà, de plus de 5 mètres. Donc, quand ça, c'est un danger. Voilà, un tel travail constitue un danger. Voilà. Alors, quel est le risque? Le risque, c'est que, voilà, il y a risque de chute. Voilà. Donc, on peut chuter. Voilà. Et il y a risque, effectivement, de blessure grave. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure préventive? Eh bien, formation sur le travail en hauteur. Si la personne est formée et connaît les enjeux, les dangers et autres liés au travail en hauteur, connaît les équipements que la personne doit utiliser pour être en sécurité avant de faire un travail en hauteur. Voilà. Donc, ça va permettre d'éviter, voilà, de prévenir que le risque n'arrive. Voilà. Donc, formation sur le travail en hauteur, procédure de travail en hauteur, équipement de protection individuelle, chaussures de sécurité, casque, lunettes, gants, harnais de sécurité. Voilà. Et bien sûr, l'inspection régulière de l'état de l'échafaudage. Par exemple, si on doit monter sur des échafaudages pour faire un travail. Donc, le fait d'inspecter, voilà, l'échafaudage, de s'assurer qu'il n'y a pas de souci, que tout est en bon état, voilà, va permettre que lorsque l'on monte, qu'on soit en sécurité. Voilà, on va prévenir, donc on va éviter de chuter. Voilà. Je prends l'autre exemple, manipulation d'équipements électriques. Ici, le risque, c'est quoi? Et bien sûr, c'est l'électrisation ou l'électrocution ou voilà, un court-circuit ou un incendie. Voilà. L'électricité, c'est ça que ça peut causer. On peut être électrisé, on peut être électrocuté. Voilà, on peut causer un court-circuit. Voilà, on peut souvent endommager voilà, des équipements, des sous-tensions et autres. Voilà, on peut également provoquer un incendie. Voilà, avec la manipulation d'équipements électriques. Voilà. Alors, quelles sont les mesures préventives à ce niveau? Voilà, il y a formation sur le risque électrique. OK? Formation sur le risque incendie. Formation sur l'utilisation des extincteurs. Formation sur les premiers soins, par exemple, sont des mesures de formation et autres que il serait important d'avoir avant de manipuler des équipements électriques. Voilà, qui va permettre de prévenir ces risques qui sont électrisation, électrocution, court-circuit et incendie. Voilà. Un autre danger, comme la maintenance des machines. Voilà, quand on fait la maintenance des machines, on est exposé. Donc, ce sont voilà, des dangers. Donc, faire ce travail-là, c'est dangereux. Alors, donc, on a les risques ici, ce sont des blessures, voilà, et puis, voilà, quelqu'un peut en mourir. Voilà. Donc, il faut de formation sur le cadenassage. Voilà, cadenassage qu'on a défini plus haut. Voilà, il faut que la personne soit formée à ça pour pouvoir isoler les sources d'énergie et autres afin de pouvoir travailler en toute sécurité. Donc, il faut une sensibilisation sur le port des GPI. Voilà, donc voilà, il y a certainement des trucs tranchants, des trucs chauds, voilà, des parties chaudes sur ces équipements, des parties qui tournent, voilà, et autres. Donc, il faut se protéger, voilà.
donc en utilisant convenablement ces équipements de protection. Voilà. Ici, on peut aussi voir un autre danger, projection de métal incandescent. Voilà, un métal incandescent, c'est un métal chaud, voilà, je peux le dire ainsi. Alors, le risque, c'est qu'on peut se brûler. Voilà, des lésions oculaires, un incendie ou une explosion. Voilà, voilà, tout ça, on peut provoquer un incendie avec ça. Et donc, mesures préventives, ben, voilà, comme exemple, voilà, procédure de travail à chaud. Voilà, il faut connaître la procédure de travail à chaud. Il faut l'installation d'un écran protecteur. Voilà. Donc, ça va permettre de prévenir. Alors, un autre danger, rayons infrarouges et ultraviolets. Très dangereux. Le risque, c'est que, voilà, si on est exposé, la conjonctivité, voilà, les lésions oculaires, en tout cas les yeux peuvent en souffrir. Voilà. Donc, pour éviter, prévenir ça, il faut une sensibilisation sur le port obligatoire du masque à souffler, par exemple. OK? Voilà. Alors, manipulation de barres de fer et d'objets tranchants. Voilà. Ici, si on manipule des barres de fer et des objets tranchants, évidemment, quels sont les risques? Eh bien, voilà, on peut se couper, on peut se blesser. Voilà. Et si on se blesse, comme on a parlé de fer ici, et il y a possibilité que, voilà, le tétanos. OK? Donc, évidemment, il y a la vaccination contre le tétanos qu'on doit en amont faire. Voilà. Puisque si notre travail nous expose, par exemple, à des risques de coupure de blessures, si on manipule des barres de fer, eh bien, si on se fait couper, eh bien, le tétanos est là. Donc, on doit préalablement se faire vacciner contre le tétanos. Donc, c'est une mesure préventive. Évidemment, on n'a pas dit que la liste est exhaustive. On pouvait ajouter une formation sur voilà, comment, ou bien une procédure, s'il y en a, pour travailler avec des barres de fer et autres, avec des objets tranchants. Évidemment, voilà. Et évidemment, hors des pays et autres qu'on peut ajouter. Voilà. Alors, un autre danger qui est le travail en espace clos. Voilà, qui est généralement un réservoir de stockage d'hydrocarbures, par exemple. Voilà. Si on doit aller travailler dans ce réservoir, eh bien, on risque d'être asphyxié. Voilà, c'est un espace clos. Vous voyez, l'air n'est pas abondant à ce niveau. Donc, il y a un risque d'asphyxie. Voilà. Comme mesure préventive, il y a une procédure de travail en espace clos. Donc, il faut connaître cette procédure, la respecter, et bien voilà, on va pouvoir prévenir l'asphyxie. Et voilà, bien sûr, procédure de travail à chaud, les EPI, on doit porter tous ces équipements au complet. Voilà. Et donc, voilà, ça va permettre de prévenir ce danger-là. Donc, un autre danger qu'on peut voir ici, utilisation des matières chimiques inflammables et explosives. Voilà. Ici, les risques qu'on court, ce sont les brûlures chimiques, les intoxications, les incendies et explosions. Voilà, tout ça sont des risques encourus lorsqu'on utilise des matières chimiques inflammables, voilà, et explosives. Donc, comme mesure préventive, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, on peut avoir la formation sur l'utilisation des matières inflammables et explosives, formation sur l'utilisation des extincteurs, formation sur les premiers soins. Voilà, par exemple. Voilà, donc ici, c'est la fin du premier module. Et donc, nous allons, sans grande transition, continuer avec le module 2. Et à la fin, si on a un peu de temps, on va, euh, on va prendre quelques questions. Alors, le module 2.
Alors, ici, voilà, on va voir le cadre légal, réglementaire et institutionnel en matière de santé et sécurité au travail. Parce que, voilà, bien entendu, il y a des règles et autres qui résistent, voilà, effectivement, ce domaine-là. Et donc, nous allons voir quelles sont les structures nationales et internationales chargées de la santé et sécurité au travail. Voilà. Au plan national, voilà, on a par exemple quelques structures qu'on va citer ici et un peu leur mission. Voilà. Euh, voilà, des structures publiques, voilà, ou des départements ministériels chargés de la promotion de la santé et la sécurité au travail. Donc, ce sont par exemple le Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. Voilà, en abrégé CTNCSST. Voilà. On a également la direction de la santé et sécurité au travail. Voilà, DSST. Voilà, il y a beaucoup de structures que les gens ne connaissent pas, mais il y a certains parmi que les gens connaissent beaucoup plus. Voilà, comme l'inspection du travail, qui est plus connue. Voilà. Il y a l'inspection médicale du travail. Voilà. Il y a également la Caisse nationale de sécurité sociale que les gens aussi connaissent plus. Voilà. Et je pense que et les gens connaissent beaucoup aussi l'OST, voilà, l'Office de santé des travailleurs. Voilà. Donc, voilà, et on a également la Direction générale de la protection civile. Et on a aussi le BUMIGEP, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, par exemple. Voilà, pour ce qu'on a cité, ce sont des structures publiques, voilà, qui interviennent, par exemple, au Burkina, ici, voilà, en matière de santé et sécurité. Voilà. Et ça, ce sont des structures publiques qu'on a citées, mais au sein d'une entreprise ou au sein des entreprises, voilà, vous rencontrerez, par exemple, des structures que les entreprises mettent en place ou qu'il faut mettre en place si c'est vous qui allez implémenter le management de la santé et sécurité. Voilà, il faut savoir qu'il y a le comité de sécurité et santé au travail qu'on met en place. Voilà. Donc, qui font beaucoup de choses. On va voir leur mission un peu plus bas. Le service de sécurité au travail et il y a le service de santé au travail. Voilà, qui sont des structures que l'entreprise met en place. Voilà. Donc, les structures publiques qu'on a citées plus haut, le Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail, voilà, sa mission ici, c'est émettre toute suggestion et tout avis sur la réglementation en matière de sécurité et santé au travail. Voilà. Donc, je rappelle qu'ici, que ce sont des missions, entre autres, voilà. Ici, c'est l'essentiel et surtout ce qui est en rapport avec la santé, sécurité, qu'on a beaucoup plus mis en exergue ici. Donc, voilà, ce comité-là se prononce également sur l'orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Voilà. Donc, la direction de la santé et sécurité au travail, sa mission, voilà, c'est élaborer et contrôler le respect des textes en matière de santé et sécurité au travail, coordonner les activités en matière de santé et sécurité au travail. Voilà. Maintenant, l'inspection du travail, que les gens connaissent beaucoup plus. Voilà. Et je rappelle que la mission ici, c'est je vais dire, la mission qu'on cite ici, c'est entre autres, voilà. Donc, on met en exergue ici la partie qui, voilà, concerne la santé et sécurité. Alors, l'inspection du travail, en plus, parce que les gens connaissent plutôt l'inspection du travail lorsqu'il y a des conflits ou autres, voilà, mais il faut savoir que
Ils agissent voilà, en matière de santé et sécurité, par exemple. Ils contrôlent l'application des mesures d'hygiène et de sécurité dans les entreprises de son ressort territorial. Voilà. Également, ils sont habilités à constater les infractions aux règles d'hygiène et sécurité, puis à établir des procès-verbaux. Voilà. Hein, de mise en demeure. Voilà, donc il faut savoir que ce n'est pas seulement ce point, la caisse, voilà, elle fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, le suivi des activités des comités de sécurité et santé au travail. Voilà. La collecte et l'exploitation des données statistiques à des fins de prévention des risques professionnels. Donc, la caisse fait tout ça également. Quant à l'OST, voilà, l'Office de santé des travailleurs, sa mission, c'est de promouvoir et maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental de tous les travailleurs de toutes les professions. Voilà. Donc, elle permet de prévenir tout dommage causé à la santé par les conditions de travail. Donc, protéger les travailleurs dans leur emploi contre les risques résultant voilà, de la présence d'agents préjudiciables à la santé. Donc, l'OST fait tout ça. Donc, et placer et maintenir le travailleur dans l'emploi qui convient le mieux à ses aptitudes physiologiques et psychologiques. Voilà. Donc, améliorer la qualité des soins dispensés aux travailleurs, mobiliser voilà, les ressources financières nécessaires pour son fonctionnement. Voilà, donc tout ça, ce sont voilà, des missions assignées à l'OST. Voilà. La plupart des gens aussi connaissent l'OST lorsqu'ils ont un nouvel emploi et qu'ils doivent aller pour une visite, contre-visite et autres. Voilà, donc mais il faut savoir que la mission de l'OST est beaucoup plus large, comme on l'a vu ici. Voilà. La Direction générale de la protection civile, voilà, qui c'est l'un de leurs démembrements, c'est la brigade, voilà, la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Voilà pourquoi on a mis ça en parenthèse. Donc, la mission de cette direction-là, c'est effectivement l'avis technique sur les constructions, la visite de conformité des bâtiments de toute nature, sauvegarde des personnes et des biens. Voilà. Donc, je le disais en présentiel, voilà, ce sont certains aspects de leur mission que beaucoup ne connaissent pas. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir que, voilà, lorsqu'on doit construire, par exemple, certains bâtiments ou certaines installations, voilà, il y a des avis techniques, voilà, qu'on doit suivre. Voilà, et il donne ces avis-là qui permet de s'assurer que voilà, la santé, la sécurité, voilà, des personnes qui vont fréquenter ces lieux-là sera assurée. Voilà. Donc, il visite également pour contrôler la conformité. Voilà. Et tout ça, c'est afin de sauvegarder les personnes et les biens, effectivement. Voilà. Le BUMIGEP, voilà, qui, entre autres, évidemment, a également pour mission de veiller à l'application des prescriptions portant réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Voilà, donc le BUMIGEP fait ça également. Je dis bien, entre autres. Voilà. Alors, le comité de sécurité et santé au travail, voilà, qui a pour mission contribuer à la protection de la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs de l'établissement et ceux mis à sa disposition
par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires. Donc là, nous sommes effectivement, vous voyez, on avait parlé des structures publiques et des structures en entreprise. Là, ici, c'est le comité de sécurité. Nous sommes en entreprise. Voilà. Donc, c'est un comité qu'on met en place, voilà, et qui a pour mission contribuer à la protection de la santé physique, mentale, sécurité des travailleurs, voilà, de tout le monde. Voilà, quand on dit ici de tout le monde, c'est non seulement ces travailleurs directs, et aussi, voilà, les autres travailleurs temporaires ou journaliers ou prestataires, voilà, et autres. Voilà, c'est important d'inclure tout le monde. Ici, par exemple, je marque un petit arrêt pour prendre un exemple où très souvent on néglige cet aspect-là. On peut avoir un système de management de la sécurité qui marche parfaitement. Voilà, les travailleurs ici respectent les choses, voilà. Et si on néglige, par exemple, les gens qui sont de passage, voilà, des gens étrangers qui viennent, ça peut être des sous-traitants ou voilà, des journaliers, voilà, quelqu'un qui vient pour livrer du marchandise et autres, voilà. Et voilà, il peut venir et si vous ne managez pas bien cette partie-là, eh bien voilà, ils vont venir créer des incidents ou accidents sur votre site, par exemple. Voilà, donc et c'est très important d'inclure tout le monde à ce niveau. Alors, ce comité-là contribue à l'amélioration des conditions de travail aussi de façon générale. Voilà, il contribue à la promotion de la prévention des risques, voilà, professionnels dans l'établissement et voilà, susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Voilà. Donc, il veille également à l'observation des prescriptions législatives, réglementaires prises en matière de sécurité, santé au travail. Le service de sécurité au travail, qui a une mission qui est assister le comité de sécurité et santé au travail dans l'exécution, voilà, de ces tâches. Donc, assurer, évidemment, la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue. Voilà. Donc, les conditions de travail. Voilà. Il gère tous ces aspects-là. Donc, il contribue à l'établissement et au maintien des milieux de travail sûrs et salubres, propres à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail. Donc, voilà, le service de santé au travail hein, s'occupe de tous ces aspects-là. Et donc, elle contribue également à l'adaptation des postes, voilà, des techniques hein, et des rythmes de travail à la physiologie humaine. Voilà. Alors, l'adaptation des postes, c'est de s'assurer que voilà, chaque personne est bien à la place qu'il lui faut. Voilà. Et qu'elle peut faire son travail en toute sécurité. Voilà. Selon ses conditions et aptitudes physiques, mentales et trucs. Voilà. Surveille également la santé des travailleurs en relation avec le poste de travail occupé. Voilà. Donc, la surveillance, parce qu'il y a des postes de travail quand même où il y a plus de risques. Donc, on peut surveiller, voilà, hein, ces travailleurs-là parce qu'ils font un travail plus ou moins dangereux. Voilà, en fonction des activités. Donc, on peut avoir des choses comme ça à suivre de près. Donc, ce comité-là, le service de santé au travail suit ça. Alors, il contribue également à l'éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes de sécurité et de santé au travail, ainsi qu'à la prévention contre le VIH. Ouais, ici, on a juste mis VIH, mais voilà, prévention contre voilà, beaucoup d'autres maladies qu'on peut prévenir en fonction des conditions, des lieux et autres. Voilà, on peut parler d'autres types de maladies également, où voilà, le comité peut, ce service de santé va mettre l'accent sur ça. Voilà, ou lorsqu'il y a
des épidémies et autres, voilà, ils peuvent mettre également l'accent sur ces choses-là et contribuer à la prévention de ces maladies-là. Ils assurent également les soins de premier secours et d'urgence. Voilà, donc le service de santé gère tous ces aspects. Voilà. Alors, tout ce qu'on a vu, voilà, c'était au plan national. Maintenant, au plan international, voilà, il y a effectivement le Bureau international du travail, en abrégé BIT, voilà, le secrétariat permanent de l'Organisation internationale du travail. Je pense que c'est ça que les gens connaissent le plus. L'OIT, voilà, l'OIT. Et la mission principale ou les missions de voilà, ce bureau international-là, c'est de promouvoir et mettre en œuvre les principes et les droits fondamentaux au travail. Voilà. Accroître les possibilités pour les hommes et les femmes d'obtenir un emploi et un revenu décent. Donc, étendre le bénéfice et l'efficacité, voilà, de la protection sociale pour tous. Voilà. Renforcer le tripartisme, le dialogue social et autres. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce bureau international-là, ils font beaucoup de choses et très généralement, voilà, les choses partent de là et il peut y avoir, voilà, des conventions et autres, voilà, des normes et autres à ce niveau que les gens vont tout de suite ratifier ou faire signer. Et ça permet effectivement, voilà, de bien gérer, et, voilà, et manager les systèmes de santé et sécurité, voilà, dans les différentes entreprises. Alors, donc, tout ça se fait dans un cadre réglementaire, des textes, des lois et autres qui régissent et qui encadrent effectivement voilà, ces systèmes et ces institutions et autres. Voilà. Et donc, au Burkina Faso, en matière de santé et sécurité, voilà, on a quelques textes et quelques lois et références et décrets, effectivement, qui régulent, gèrent et managent ces systèmes et puis tout ce qui est en matière de santé et sécurité. On a par exemple quelques lois qu'on va citer. Euh, de façon, ouais, je pense qu'on est toujours dans les temps. Alors, le numéro un ici qu'on va voir, vous avez la loi, par exemple, numéro 1, 028 bar 2008 bar AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. Donc, c'est cette loi-là, voilà, qui donne naissance à l'existence, par exemple, du Code du travail que vous connaissez. Voilà. Donc, il y a des lois qui réglementent, qui gèrent et qui mettent, qui permettent de mettre en œuvre, voilà, ces choses-là. Donc, tout ça, c'est bien réglementé. Donc, voilà, il y a des lois comme ça portant code de l'environnement au Burkina Faso, voilà, portant code de l'hygiène publique au Burkina Faso, et la santé publique au Burkina, voilà, le code minier au Burkina Faso, voilà, tout ça, il y a des lois et qui ont permis de créer et mettre en place soit ces institutions et autres, voilà, qui permettent effectivement de régler, de donner des cadres dans lesquels on peut euh, euh, bien manager ces choses-là au Burkina Faso. Voilà. Donc, comme vous aviez le document, vous pourriez les lire et vous pouviez également aller chercher certains codes, certaines lois et autres. Par exemple, le code du travail, il est important que vous l'ayez. Voilà, je pense que dans
le paquet de documents, il doit avoir le code du travail, effectivement. Voilà, donc que vous pouvez parcourir. Donc, c'est par exemple le numéro un, la loi ici, qui a donné naissance à ce code-là. Voilà. Donc, voilà. Il y a également des décrets. Voilà. Les décrets, voilà, je vais lire. Donc, le premier, le numéro un ici, voilà, du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles au Burkina Faso. Voilà, c'est un décret. Il y a une liste de maladies qu'on considère comme maladies professionnelles. Donc, ça peut arriver que, voilà, et vous dites que votre maladie est professionnelle et que voilà, on va aller dans cette liste-là, on va sortir et puis on va voir si effectivement c'est pris en compte, voilà, au Burkina Faso. Donc, ça peut, voilà pourquoi on précise, voilà, ailleurs, quelque chose qui est pris en compte peut ne pas être pris en compte au Burkina ou quelque chose qui est pris en compte ici peut ne pas être pris en compte euh, à côté dans un autre pays, voilà, par exemple. Donc, ou voilà, même si c'est le cas, eux n'ont pas peut-être un décret qui fait pratiquer ou qui dit que cette maladie est professionnelle, fait partie de la liste, par exemple. Voilà. Donc, un exemple comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent bien comment les choses marchent, une loi peut être là, votée, mais qui n'est pas appliquée, par exemple. Voilà, et un décret vient, voilà, qui permet d'appliquer, par exemple. Voilà. Donc, il faut comprendre comme ça. Donc, on peut avoir des lois portant code du travail au Burkina Faso, comme on l'a vu plus haut. Donc, une loi code de l'environnement, voilà, une loi, voilà, et qui parle de santé publique, et un décret vient, hein, voilà, mettre cela en application, qui précise certains aspects, voilà, dans l'application de cette loi-là, par exemple. Voilà. Voilà, donc tout ça ce sont des décrets que vous pourriez lire et puis comprendre que voilà, il y a un cadre réglementaire, voilà, et des références ici qui précise beaucoup de choses. Voilà, donc compte tenu du temps qui nous reste, voilà, j'essaie d'avancer. Et voilà, tout ça, ce sont des décrets. Voilà, l'activité minière, par exemple, au Burkina, il y a un décret. Voilà, par exemple, le numéro 10 ici, du 26 décembre 2007 portant disposition générale réglementaire particulière pour l'exercice de l'activité minière au Burkina Faso, par exemple. Voilà. Donc, dans ce décret-là, voilà, il y a certains détails, certaines précisions qui sont apportées, voilà, qui permettent de réglementer, voilà, l'activité minière de façon générale au Burkina Faso. Donc, toute société qui vient, ou toute structure qui veut faire de l'exploitation minière au Burkina doit hein, s'aligner voilà, sur ces décrets-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, le 11 ici, c'est les mines et carrières, réglementation, voilà. Et si on voit le numéro 12 ici, voilà, ça fixe les règles d'utilisation de transport, de conservation des explosifs à usage civil dans les mines et carrières. Voilà. Donc, les décrets, ça vient préciser certaines choses, voilà, donner plus de détails et comment cela doit être appliqué au Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a également les arrêtés. Voilà, les arrêtés. Et le premier ici, par exemple, voilà, qui est publié dans le journal officiel du 10 février 1977. Voilà, à la page 73, qui porte ici hein, forme et modalité de déclaration des accidents de travail à la CNSS. Voilà. OK? Donc, voilà. Donc, il y a vraiment un ensemble de règles et autres qui gèrent. Voilà.
euh, 21h30. Donc, pour qu'on puisse poser des questions, on va euh, voir que, voilà, on va aller directement au niveau de ce qu'on appelle aussi les conventions. Voilà. Et les conventions, voilà, on a vu par exemple les structures au plan international, l'OIT, le BIT, voilà, il peut y avoir des conventions. C'est de façon plus haut en descendant. Et vous allez voir que le Burkina, par exemple, peut aller signer et ratifier une convention. Voilà. Donc ici, on va voir par exemple, si je prends l'exemple du numéro un sur cette partie, la convention numéro 161 concernant les services de santé au travail ratifiée le 11 août 1997 par le Burkina Faso. Voilà. Donc, en ratifiant à cette convention, voilà, ça va nous obliger à créer ou à voter une loi qui porte sur ce cadre de la santé au travail au Burkina Faso. Et cette loi-là, il y aura un décret qui va permettre l'application de cette loi et il peut y avoir également, comment on appelle ça, des arrêtés qui vont préciser certains points, certains dispositifs dans le cadre, voilà, de l'application de cette loi. Voilà. Donc, de façon hiérarchisée, vous pouvez comprendre ça dans ce sens. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelques conventions. Voilà. Numéro 17 sur la réparation des accidents, ratifié le 30 juin 1969. Voilà. Donc, des choses comme ça. Donc, et numéro 6 par exemple, ici, voilà, convention numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants ratifiée le 25 juillet 2001. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, tous ces cadres-là, voilà, tous ces règles, voilà, voilà, et institutions, voilà, qui régissent la santé, sécurité, voilà, et au plan national et au plan international. Donc, il fallait que on voit un peu. Donc, je vous conseille de lire ces arrêtés et certains conventions et même voilà, certains codes pour pouvoir, hein, puisque vous êtes, puisque nous sommes, voilà, en matière de santé et sécurité, c'est important d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, par exemple. Un accident qui arrive et on doit rapporter cet accident, par exemple, à la caisse, et voilà. Donc, on doit suivre, on doit le faire selon, voilà, la loi, selon les décrets, comment ça doit être fait. Donc, il faut connaître tous ces canevas et toutes ces choses-là. Donc, c'est important pour nous, superviseurs de santé et sécurité au travail. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on avait quelques soucis au début, mais je pense que, voilà, comme vous aviez le cours, vous pouviez le relire, chercher à comprendre certaines choses et, comme d'habitude, poser des questions, voilà, même si c'est après sur le WhatsApp, en tout cas, ou au prochain cours, pas de souci. Voilà. En attendant, je pense que nous sommes à la fin également du module 2. Voilà, ce qui nous laisse un peu de temps pour prendre certaines questions. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants qui ont quelques préoccupations, ils peuvent ouvrir leur micro et ou lever la main pour prendre la parole et puis voilà, on va réagir. Et d'accord.
J'espère qu'on m'entend toujours. Oui, Monsieur Napon qui a soulevé Oui, la main. oui, bonsoir, bonsoir, chers tous, bonsoir, Monsieur Congo. Merci vraiment pour ces deux modules assez importants. Mhm. Et j'ai deux petites questions à poser. C'est juste des questions d'éclaircissement, hein. D'accord. Voilà, notamment sur la situation dangereuse dans l'intervention en espace clos. OK. Situation Je sais pas si on dangereuse. peut, voilà, je sais pas si on peut revoir la diapo là. Je pense que c'est la 24 si je ne me trompe, du module 1. OK. D'accord. Il n'y a pas de souci. Situation dangereuse et espace clos. Oui, D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Module, le module 1. Situation dangereuse. C'est pas situation d'urgence, si vous voulez. Euh, voilà. le tableau OK. Ah, le tableau. oui, D'accord, je vois. Dans le tableau, voilà, au voilà, niveau voilà. de travail, L'espace clos, je pense que c'est encore plus bas. Oui, oui, le travail en espace clos. Oui. oui, travail en espace clos. Voilà, je vois Oui. ici, Mhm. voilà, le travail en espace clos, réservoir, stockage des hydrocarbures. Maintenant, Oui. les risques situation d'urgence, Mhm. on a vu asphyxie. Oui. Et bon, c'est juste aussi mon idée, hein. D'accord. Dans les risques là, on ne pourrait pas inclure aussi les explosions. Euh, Ok, je Oui, comprends parce que, votre voilà, préoccupation parce parce que, que, voilà, comme on a mis ouais, réservoir de stockage c'est juste d'hydrocarbures. asphyxie que j'ai vu. Oui, oui, oui. Mhm. Pourtant, je pense qu'il y a des situations qui sont arrivées comme ça où les gens ont travaillé dedans et ça a explosé après. Tout à fait. Mm. Voilà, c'est juste Oui, voir si c'est. d'accord, d'accord. Ouais, En ouais, fait, ouais, ouais, à ce niveau, il faut comprendre ouais. que, comme je le disais, le tableau, c'est juste un aperçu, hein, de quelques Ok, ok, ok. situations. Ok, Voilà, là, c'est bien compris. c'est pas exhaustif. Objectif, ok. Évidemment, ça dépend en fonction du cas spécifique. Si on devait Ouais, étudier un cas spécifique, on va ok, euh, ok. trouver d'autres choses à dire. Mais ne vous Mhm. en faites pas, on a un cours spécial aussi sur espace clos. Voilà, Oui, un je pense que dans cours le programme, spécial j'ai vu ça dans quelque le part. programme. Donc, on va vraiment faire beaucoup de détails à ce niveau. Il y a Ok, même les mesures préventives, il y a beaucoup de choses qu'on ok. met en œuvre au niveau. Par exemple, ici, vous avez vu qu'on a juste parlé, on a mis procédure de travail en espace clos, procédure de travail à chaud et pays. Oui, Donc, on va détailler ces procédures-là et les gens oui, vont plus comprendre. Voilà, effectivement, risque ici, bien sûr, on peut ajouter explosion, on peut ajouter, surtout que, entre parenthèses, on a mis réservoir de stock des voilà. hydrocarbures, vous voyez. Donc, Mhm, à savoir si il est vide, voilà. mhm. Mais ici, supposons que nous parlons d'un réservoir qui est vidé et qu'on a Ok, vidé, mais qu'on doit ok, intervenir là-dessus, par exemple. Voilà. ok, Et qu'une personne doit entrer dedans, dans le réservoir. Donc, vous voyez que là, c'est un espace restreint, un espace clos. Donc, ok, l'air ne circule pas. Donc, il y a ok. des risques, voilà, D'asphyxie, tout d'asphyxie. à fait.
tout à fait, tout Voilà. à fait, Donc, tout c'est à fait. cet aspect-là. Et comme je l'ai dit, le tableau ici est juste à titre, voilà, donc, euh, d'exemple. Voilà. Donc, on Ok, pourrait. merci, 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 Mhm. merci bien. Ma Voilà. deuxième question, Oui. voilà, c'était juste savoir si les modules à venir, là, on pouvait les avoir avant le jour J du cours. OK. Parce que là, je ne sais pas si c'était venu, moi je n'ai pas remarqué, mais je pense que le tout premier cours, là, on avait reçu ça quelques jours avant de commencer. Ça nous a permis, comme nous sommes en ligne là, ce n'est pas évident de rester chaque fois dans le temps pour pouvoir suivre. Mais si on a ça avant, ça peut nous permettre de paraffer en attendant le jour même du cours. Là, on peut Effectivement. avoir un aperçu un peu plus élargi sur les choses. D'accord, d'accord. En Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, réalité, aujourd'hui, on était un peu, c'était juste dans le temps. Voilà, donc ça fait que les lois là, on n'a pas pu très bien dérouler comme peut-être que nous on s'attendait. C'est vrai que bon, si on a ça quelque part, ça peut nous aider bien avant les cours, quoi. Si on a ces modules-là, on peut les paraffer mhm, avant. mhm. Oui, oui. C'est D'accord. juste une suggestion, hein, c'est juste une suggestion. Oui, 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 non, il n'y a pas il y a pas Voilà. d'inquiétude. En principe, je crois que M. Nkemassi Lakoté va intervenir. Sinon, les cours, le paquet de cours, bon, pour ceux qui sont en présentiel, en tout cas, ils ont reçu une clé où il y a tous ces cours déjà. Voilà, et le programme est connu. Voilà, et en ligne, je crois que les gens aussi, oui, vous aviez droit à ces clés-là et à l'ensemble des cours en avant. Maintenant, on va voir ça. Si c'est pas fait, voilà, on va voir. En tout cas, pour ceux qui sont inscrits régulièrement, doivent avoir l'ensemble du package. Voilà. Et en ligne, comme le temps est un peu restreint, si effectivement vous aviez le cours et que vous payez à l'avant, donc ça permet après le truc de poser des questions objectives et plus d'éclaircissement. Voilà. Monsieur Ninkiema est là Oui, je ou... suis là, je suis là, je suis là. Donc, merci beaucoup à Monsieur Henri Napon. Voilà, donc, ça montre vraiment qu'il a beaucoup suivi, il a bien suivi le cours. Donc, effectivement, je reviens rapidement sur le travail en espace clos. Oui, ça, c'est comme le formateur l'a dit, c'est comme Monsieur Congo l'a dit. Ce n'est qu'un aperçu, c'est pas vraiment quelque chose d'exhaustif. Donc, je rappelle que pour ce cours-là, sur le cours en espace clos, vous aurez un cours complet sur l'espace clos et vous aurez aussi un certificat spécifique sur le travail en espace clos. Donc, il y a un certificat qui est prévu pour ça, tout simplement parce que on sait que c'est vraiment des travaux très dangereux en entreprise. Et là, on va vous donner vraiment tout le nécessaire. Alors, il en est de même que le SIMDUT, on a vu les produits chimiques, ça c'est le point numéro 5, je crois bien. Voilà, ou brûlures chimiques, intoxication, incendie et explosion. Voilà. Là aussi, vous aurez un certificat spécifique sur le SIMDUT. Le SIMDUT qui est le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Donc, ça concerne tout ce qui est produit et matières dangereuses, les matières chimiques qu'on peut être amené à utiliser sur les lieux du travail. Alors, le dernier point, c'est concernant les clés. Oui, effectivement, tous ceux qui sont en présentiel ont eu leurs clés, ils ont reçu leurs clés. Voilà, eux tous exhaustifs, voilà, ils ont tous reçu. Maintenant, ceux qui sont en ligne, oui, Monsieur Henri, donc je profite pour dire que votre correspondant m'a appelé ce soir et je lui ai donné rendez-vous pour Ok, remettre votre ok. clé. Ok. Voilà. Donc, vous aurez Effectivement, votre il m'a fait clé. le retour. Voilà. Oui. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas de correspondant à Ouaga, j'ai compressé l'ensemble de ces cours-là dans deux fichiers zip. Et là, je vais vous envoyer le lien. Et là, il suffit de cliquer là-dessus et vous téléchargez. Mais je vous informe que c'est quand même volumineux. Ça ne vaut pas ce qui se trouve dans la clé. Ça ne vaut pas parce que ce qui est dans la clé est très volumineux encore. Ça fait 7,6 gigas. C'est beaucoup. Alors que ce que je vais envoyer doit faire autour d'un giga. Un giga. Là, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Les vidéos sont réduites vraiment. Voilà, donc ça sera résolu. Et je vous promets que d'ici demain, je vais envoyer déjà
les liens de téléchargement à ceux qui sont régulièrement inscrits. Allez, merci. Merci beaucoup, Bien. M. Nikema. Merci, M. Congo. Merci vraiment pour votre disponibilité. Merci, ça nous va droit. Merci. Merci à vous. Allez. Euh, Est-ce que on a d'autres personnes qui ont d'autres préoccupations? Je ne vois pas de main levée. Madame Caboret Clarisse n'a pas de questions aujourd'hui, ou bien tout a été limpide? Oui, madame. Il n'y a pas de souci, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Madame a levé la main. Vous m'entendez? Allez-y. Je dis, Oui. je dis, moi, je vous reviendrai en ligne. Je vous enverrai mes questions parce que là, je suis en train de travailler parallèlement pendant que j'écoute. Ce Ah, qui a fait que j'ai manqué, j'ai pas été trop concentrée. Je voulais pas non plus rater le cours. Et donc, je vais relire tranquillement et puis je vous enverrai mes questions. d'accord, Ça il n'y a peut pas de aller? souci. Il n'y a pas de Oui, souci. oui. Mhm. Voilà, ça marche. Merci. Mhm. OK. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions ce soir, mais on avait prévu corriger l'exercice de la fois dernière, mais bon, peut-être qu'on va le faire au prochain cours parce qu'aujourd'hui, comme il y avait deux modules, c'est pas évident. Euh, il y a une main levée. Allez-y, vous pouvez parler. Hey, bonsoir, monsieur Congo. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les participants. Hmm. Et Allez-y. par Mhm. rapport à, c'est juste une intervention. D'accord. Par rapport à celui qui a parlé du travail en espace clos là, Oui, et puis M. Dikema a parlé de système oui, de le quoi, de simili. simulation. Oui, le Voilà. similitude. Hmm. Je crois que dans les clés là, il y a une vidéo où le blanc là explique concernant les matières dangereuses là. Oui. Je pense que s'il il suit la vidéo, peut-être il pourra comprendre davantage d'autres choses. Hmm. D'accord. Oui, il n'y a Voilà, pas de souci. D'accord, c'était juste pour merci. orienter aussi, voilà. Merci, Monsieur Cissé, pour votre Et contribution. puis, voilà, Effectivement, c'est voilà, pourquoi dans la vidéo, c'est bien éclairci. tout à fait, tout à fait. Il y a Mhm. beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de documents dans la clé. Voilà, Donc, si vous recevez votre clé, donc, vous pouviez, lorsque vous avez le temps, essayer de voilà, parcourir certaines choses. Voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et enfin, voilà. ces cours que nous avions ici, c'est comme des masterclass en réalité. Si on a pu feuilleter ici, on aura beaucoup plus de temps pour échanger. Et à la fin, on peut faire très brièvement la présentation et puis prendre des questions. Voilà, comme des masterclass où voilà, le partage d'expériences et autres va permettre à beaucoup de gens de comprendre beaucoup d'autres choses et beaucoup de situations, poser beaucoup de questions et puis voilà. Mais comme je l'ai dit, voilà pour les questions, que ce soit en direct, comme maintenant ce qu'on est en train de faire, ou plus tard sur WhatsApp et autres, il n'y a pas de souci. Monsieur Sawargo, allez-y. Oui, rebonsoir, Monsieur Congo, et rebonsoir à tous. Voilà, moi Bonsoir. je voulais. D'accord.
Et j'aimerais que vous reveniez sur les situations d'urgence sur le lieu de travail. J'ai essayé de poser la question en temps, mais j'ai pas trop bien compris, quoi. Voilà pourquoi j'aimerais que vous reveniez sur ça. Merci. Si- OK. Situation d'urgence, lieu de travail. Hmm, OK. Je vais revenir sur... excusez mon décalage, je vais revenir sur le document. Mais souvent, la connexion est lente et ça fait que ça ne réagit pas à temps souvent. Alors, Monsieur Nikema est là toujours? Affirmatif, affirmatif, je suis là. Voilà, moi, je n'ai pas très bien entendu sa question. Vraiment, je ne suivais pas, je n'étais pas trop concentré. Et monsieur, c'est monsieur Cissé. Non, non, c'est Sawargo, je crois. Oui, monsieur Sawadou Il peut Diabé. Oui. seulement, c'est ça. Oui. Donc, Est-ce que vous pouvez reprendre c'est, rapidement votre question, s'il vous plaît? Voilà, ma question, c'était de revenir juste, c'était pas une question, mais j'aimerais juste avoir plus d'éclaircissement sur les situations d'urgence, sur les lieux de travail. Ok, d'accord. Donc, les situations d'urgence, il faut comprendre, comme son nom l'indique, c'est les situations d'urgence. C'est les situations où on n'a pas le temps d'attendre. C'est des situations où il faut réagir immédiatement. Alors, je pense que M. Congo en a fait cas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, lorsque vous êtes en entreprise, vous pouvez dire, bon, lorsqu'il y a un incendie, c'est une situation d'urgence. Donc, qu'est-ce que nous allons faire lorsqu'il y a un incendie? Voici, il faut déployer les systèmes anti-incendie, il faut appeler les sapeurs-pompiers, il faut ceci, cela, il faut ceci, cela. Donc, c'est des situations euh, qu'on peut préparer d'abord pour éviter leur survenue, mais également si ces situations-là surviennent, quel comportement nous allons adopter. Donc, j'ai parlé du cas d'incendie, il y a les déversements des produits toxiques, il y a les cas de noyades, il y a des cas de chute des personnes, qui sont des situations d'urgence où nous allons déjà prévoir si telle situation arrivait, qu'est-ce que nous allons mettre en place, qu'est-ce que nous allons mettre en route pour limiter les dommages. voilà. Et monsieur Jabin me suit? Euh, Oui, oui, je suis très bien. Voilà, Voilà, donc, bon, là, oui, allez-y, allez-y. voilà, je disais que c'est plus comprendre s'il y a une situation d'urgence avant l'incident ou bien je sais que pendant l'incident, il y a déjà une situation d'urgence qu'on peut décréter. Mais avant l'incident, y a-t-il une situation d'urgence qu'on peut décréter? Bien sûr, monsieur Jabin. Si vous dites par exemple que le cas d'un incendie est une situation d'urgence, en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, écoutez, d'abord, nous allons bien positionner notre système. Nous allons d'abord avoir suffisamment de... Oui, en attendant que M. Napon ne parle, voilà, vous allez dire d'abord qu'il nous faut suffisamment d'extincteurs. Donc, la situation d'urgence peut être mise en place avant ou pendant l'événement, mais on se concentre plus et on rédige un document. Il y a, il y a beaucoup de documents. Il y a ce qu'on appelle surtout le POI, le plan d'opération interne qui est le plus connu. Mais après ça aussi, on a le PPI qui est le plan particulier d'intervention. Donc, ça veut dire qu'à chaque situation, dans ces situations-là, on va déjà se préparer et les attendre. C'est comme un rendez-vous qu'on attend, on les attend, on sait que s'ils viennent, voici comment nous allons réagir.
D'accord. Donc, Merci. voilà. Donc, si vous Voilà. voulez, pour répondre à votre question de façon claire, c'est avant l'événement et pendant l'événement. D'accord, c'est bien. Merci. C'est ce que je voulais comprendre. OK, Voilà. merci. Merci, Monsieur Ninkema. Monsieur Savargo Jaber, j'espère que c'est bon. Effectivement, c'est comme on l'a dit. Donc, les situations d'urgence, ça peut être avant ou pendant, puisque là, les plans qu'on met en place pour répondre ou réagir lorsque l'urgence se présente sont des plans qu'on prépare avant. Voilà. Maintenant, si ça arrive, on active, par exemple, le protocole qui a été établi pour faire face lorsque ça arrive. Donc, voilà, on active le protocole d'intervention d'urgence, voilà, avec voilà, les équipes et autres, les équipements et tout le processus qu'on avait prévu pour réagir lorsque ça arrive. Donc, on active tout simplement lorsque ça survenait. Mais avant que ça ne survienne, voilà, on se prépare, on établit ses plans, on fait beaucoup de choses pour que, voilà, ça n'arrive pas. Voilà, des plans pour que ça n'arrive pas. Et voilà, des plans pour que si ça arrive, qu'on puisse réagir. Donc, voilà, la nuance se trouve un peu à ce niveau, mais j'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, avec les explications très claires de M. Nikema, vous aviez compris et tous ceux qui avaient un peu de zone d'ombre ont également compris, j'espère. Ça va, monsieur Savargo? Oui, ça va très bien, ça va, c'est bon. Merci énormément. Merci. Monsieur Henri Napon, toujours, vous pouvez aller. Oui, oui, bonsoir, chers tous. Bon, je pense que ça a tout a été répondu parce que je voulais aussi apporter ma petite contribution en idée par rapport à la situation d'urgence en OK. disant que bon, c'est toute situation qui survient donc en principe après la prévention où on doit forcément faire recours à la prévision. Voilà, parce que la prévision qui en principe, comme vous l'avez dit, hein, met en arrière des plans d'intervention d'urgence. On doit faire recours, genre le POI, comme M. Nikima aussi l'a dit, le PI. Voilà, donc c'est seulement ça que je voulais ajouter pour donner une explication terre à terre, parce qu'on fait la prévision pour la prévention pour ne pas que le problème survienne. Mais si malgré toute Yes. si malgré toute la prévention, il y a un problème qui vient, voilà, donc nous sommes déjà presque les deux pieds dans la situation d'urgence où on doit faire maintenant recours à la prévision. C'est-à-dire que tout ce qui avait été établi doit être mis en marche pour lever l'urgence. Voilà. En fait, Ex- c'est ma petite contribution en idée. Oui, merci pour votre contribution, monsieur Napon. Hmm. Euh, bon, je pense que, alors, s'il n'y a plus de questions ou d'interventions, on va certainement revenir au prochain coup. Comme je l'avais dit, le petit exercice qui avait été donné la fois dernière, j'espère que les gens l'ont fait. C'est un exercice que on n'avait pas, on avait prévu le corriger aujourd'hui. Voilà, puisque c'est ce qu'on avait dit dans le groupe. Mais comme ce soir, on avait deux modules, certainement, le temps pouvait nous manquer. Donc, très rapidement, on va peut-être répondre à ça au prochain cours qui sera dimanche. Voilà. Mais ce serait bien que chacun s'exerce et puis voilà. Et là, ça va aller vite et on va Voilà, pouvoir donc, s'assurer que... Monsieur Congo, si vous me le permettez, Oui, allez-y, monsieur Nikema. voilà, donc, habituellement, pour la correction,
il y a une projection qu'on fait, il y a la question qui sort et il y a les réponses. Mais maintenant, comme on n'a pas beaucoup de temps ce soir, je pense qu'on va remettre ça une prochaine fois. Néanmoins, Même et l'opération. je vais Hein? partager, je, je Ah. vais activer le son, voilà. Donc, je vais partager dans le groupe les réponses, les réponses. Dans tous les cas, toutes les réponses sont dans le groupe. Donc, si vous m'excusez 30 secondes, je vais partager rapidement quelque chose pour montrer à quoi ça ressemble. Euh, voilà, excuse-moi 30 secondes. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Oui, c'est visible. Voilà, donc devoir de maison, rôle et responsabilité du superviseur QHSE. Et voici comment on présente. Voilà quel est le rôle principal du superviseur QHSE. Voici donc on met la réponse. Le rôle principal du superviseur QHSE, voilà, voilà, voilà. Et ensuite, qu'entendez-vous par esprit de sécurité? Voici les réponses qui sont là. Mais je pense qu'on ne va pas retenir les gens plus. Euh, Ils ont déjà fait un effort. Je vais partager ça dans le groupe et si des gens ont des difficultés, on pourra toujours en discuter la prochaine fois. Allez, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Tu peux reprendre ton partage, Monsieur Congo. Ça marche. D'accord. Voilà, donc sans plus tarder, si les gens n'ont pas d'autres préoccupations, comme on l'a dit, voilà, on va pas retenir les gens puisqu'il est 22 heures. Voilà, on va pas trop retenir les gens. On va dire merci à tous, voilà, pour votre disponibilité. Et voilà, donc, on reste connecté sur WhatsApp et voilà, donc à la prochaine, jusqu'au prochain coup. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.